Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 26 mars. Vous êtes dans FC Politique et au menu de cette émission, nous reviendrons sur la 12e édition du FELC qui s'est tenue la semaine dernière. Nous irons à la rencontre de deux conseillers communaux nyonnais qui ont une solution pour sortir la presse locale de son ornière. Mais notre grand invité n'est autre que vous, Daniel Ressela. Daniel Ressela, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le syndic de la ville de Nyon et si nous vous recevons, c'est pour parler du bilan à mi-législature de la ville de Nyon. Allez, c'est la dernière ligne droite avant les élections communales générales de 2026. C'est vraiment votre dernière législature, vous n'avez pas envie de repiquer? Non, je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait 15 ans que je suis à la tête de la municipalité. C'est déjà un bail suffisamment long. Et puis, il reste 2 ans, un petit peu plus. Parce qu'on va travailler jusqu'au 30 juin 2026, même s'il y aura des élections au février-mars 2026. Et puis, c'est une période relativement favorable parce que les municipaux connaissent bien leur dossier, n'ont pas encore la tête trop préoccupée par les prochaines échéances électorales. Donc, c'est une période relativement favorable pour concrétiser un certain nombre de projets. Vous avez le sentiment du devoir accompli? Oh, c'est trop tôt pour le dire. En fait, ce qui se passe, c'est quand on arrive dans une municipalité, on commence par terminer le travail qui a été préparé ou commencé par les municipalités précédentes. Et puis, on sait très bien qu'on lance des projets qui seront terminés par la municipalité suivante. Donc, non, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Je ne le considère pas comme une pénible charge et un devoir comme d'autres engagements qui sont peut-être plus spectaculaires. C'est une activité très prenante qui demande beaucoup, qui prend beaucoup d'énergie, mais qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. Donc, une excellente expérience. J'ai encore 2 ans et 3 mois et je vais m'impliquer à fond pour que le bilan final de la législature de cette équipe municipale soit bon. Vous parliez des autres municipaux, vous disiez ils n'ont pas encore la tête dans les prochaines élections. Vraiment, ils ne sont pas encore en train de calculer, de se positionner, de se placer, de faire les calculs de qui va continuer ou pas. Bon, forcément qu'il y en a qui y pensent. Je veux dire, il y a des gens qui vont cesser l'activité politique au terme de cette législature. Et puis il y en a d'autres qui ont l'espoir de continuer avec forcément une incertitude parce que les élections, c'est jamais gagné d'avance. Non, je ne pense pas. En tout cas, en séance municipalité, ce n'est pas un sujet. Tout le monde travaille et est concentré sur ces dossiers et sur le travail global de la municipalité. Donc ce n'est pas un sujet. En tout cas, c'est pas... Il n'y a aucune onde perturbatrice par rapport au travail de la municipalité. Eh bien, c'est parfait. Allez, on va parler de ce bilan à mi-législature, mais avant cela, je vous propose de revenir à cette 12e édition du Forum de l'économie de la Côte qui se tenait la semaine passée à Rolle. On a plus de 200 personnes de nouveau qui participent à ce forum. Le thème était très fort puisqu'on va parler de mobilité, de manque de territoire aussi, manque de place. Donc c'est des sujets qui sont pleinement d'actualité avec un souci, c'est qu'on n'a pas tellement de solutions aujourd'hui proposées. Et le Conseil fédéral arrive avec des propositions aussi, donc on doit en débattre dans la région et ce forum sera cette plateforme-là aujourd'hui. On a des personnalités qui sont liées aussi à tout ce qui touche à mobilité et aussi au territoire. En l'occurrence, Madame Christelle Huzier, la présidente du Conseil d'État. On a Olivier Français, qui est un acteur incontournable au niveau fédéral dans tout ce qui touche les transports et qui a été un acteur cantonal aussi très très fort. Et puis des acteurs directs du canton et aussi du privé, parce qu'on a le directeur de Planzer, par exemple, qui va nous expliquer toutes les problématiques qui sont liées au transport par pneu, en l'occurrence, pour cette société-là. Les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des personnes
des communes aussi, des municipaux, des syndics des communes, des acteurs dans l'économie de PME de la région, et puis des acteurs aussi au niveau cantonal. Et on a besoin d'échanger, on doit continuer à produire ce genre de manifestations. C'est, je pense, le contre-pied un tout petit peu au monde politique, dans des parlements ou dans des hémicycles où là, on est un peu figé par des blocs politiques et ainsi de suite. Ici, on est ouvert. Ici, on peut discuter. Ici, on peut échanger. Vous êtes l'un des 2 lauréats du prix à l'innovation. Ben justement, quelle est votre innovation? Alors, le projet qu'on a déposé, c'est une presse à ski 100% ajustable et qui répond à nos besoins particuliers d'une petite manufacture au-dessus de Nyon, à la RIP. Les fonds, ils vont servir à un développement du coup de cette nouvelle presse. Cette presse, donc pour aller un peu plus en particulier avec les détails, on va dire, du projet, les grandes lignes, on va dire, plutôt que détails, le but de cette presse, donc, ça va être d'améliorer l'optimisation de la place à l'atelier, d'améliorer notre empreinte carbone, on va dire, et gagner du temps et faire des économies financières. Alors nous avons créé une application qui crée des fers sur mesure, donc des fers à cheval sur mesure. Et la grande complexité, c'était de réussir à prendre des mesures d'un pied de cheval grâce à une application et de créer un fer dans n'importe quelle matière, qui aujourd'hui, on a des matières traditionnelles, donc le fer à cheval qui est traditionnel, mais grâce à cette technologie, on peut usiner des fers d'autres matières, par exemple de l'aluminium ou des matières polymères, qui allègent totalement le fer à cheval. Vu la complexité du projet, nous allons utiliser cet argent surtout pour continuer notre recherche et développement sur l'automatisation entre la prise de mesure du sabot de cheval et la fabrication elle-même du fer. C'est quand même une activité assez compliquée pour pouvoir fabriquer ce fer depuis une simple photo, on va dire. Et l'on a entendu les 2 lauréats du prix à l'innovation de région de Nyon, et ces entreprises seront reçues demain mercredi dans Fais voir ta région par Andrea Braslopo et Alexandre Caporal. Daniel Rosselard, on vous a vu sur ces images, vous étiez donc à ce forum. Vous partagez le sentiment de M. Romanens, le président du FELC, sur l'importance de ces rendez-vous en dehors des hémicycles politiques? Ah oui, bien sûr, je pense que la rencontre entre des acteurs de l'économie et des acteurs de la politique est quelque chose d'important. D'ailleurs, j'étais même au tout début de l'idée d'un tel forum, donc je pense que c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas des cloisons étanches entre ces 2 mondes, hein. Il doit y avoir vraiment de la perméabilité et des échanges réguliers. Mais il faut aussi tenir compte d'une autre force, c'est le monde associatif, c'est le monde de la culture, c'est le monde du loisir, du sport. Donc il y a beaucoup d'éléments et je pense que c'est important de favoriser des échanges et des réflexions. En l'occurrence, sur le thème de la mobilité, là il y avait une approche peut-être pas tout à fait la même que celle d'autres acteurs politiques, mais c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est important de se pencher sur des sujets comme celui-ci. Oui, vous êtes le syndic de la ville de Nyon, hein, qui, je le rappelle, a pris position sur la mobilité, notamment sur la 3e voie de l'autoroute, en se prononçant contre ce développement. Bon, d'abord, on ne votait pas, hein, on a simplement exprimé une position, nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'autres autorités de villes s'interroge, une 3e voie pour l'autoroute, pourquoi pas, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? En l'occurrence, le risque majeur, c'est d'avoir une augmentation du trafic sur les routes nyonnaises, notamment sur la route blanche qui est déjà en limite de saturation à certaines heures. Donc, pour moi, il doit y avoir un équilibre et on avait le sentiment qu'il y avait tout d'un coup une priorité pour la route, alors que pendant ce temps, les travaux pour la gare de Nyon n'avancent pas. Ils auraient dû commencer en 2023, ils ont été reportés à 2027. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont pouvoir commencer en 2027. Il y a une augmentation du nombre de voyageurs à la gare de Nyon de presque 1000 par année. Et c'est vraiment important qu'il y ait une qualité du service des transports publics. Donc pour moi, il s'agit d'avoir une vision globale et de privilégier une 3e voie autoroutière avant une voie supplémentaire
du chemin de fer ne me semble pas un ordre de priorité tout à fait adéquat. Probablement que les deux projets devraient aller simultanément, mais on parle de dizaines d'années. Je ne pense pas qu'avant 15 ans, ce sera possible de voir un certain nombre de réalisations. Et pour nous, la priorité, c'est vraiment que la gare de Nyon et la liaison entre Genève et Lausanne en train soit réalisée. Donc voilà, c'est une question de choix de priorité. Allez, on va revenir à ce bilan à mi-législature. Alors, parlons d'abord du contexte de cette législature. Un début de législature marqué aussi par le Covid, la sortie du Covid, de la crise du Covid. On a l'impression que c'est loin, mais c'est vrai que c'était une période difficile. C'était une épreuve quand même pour les autorités. Il fallait qu'on assure un certain nombre de prestations essentielles. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. On était relativement bien préparés. On était préparés à des situations de crise, pas à celle-ci. Et je pense que l'administration a très bien réagi. Maintenant, ça laisse quelques séquelles. Il y a des gens qui ont moins bien vécu cette période du Covid que d'autres. Ça laisse quelques séquelles. Et puis, il se trouve que la campagne électorale pour les municipales s'est déroulée dans un contexte vraiment particulier. Et puis que le début de la législature a été un peu chahuté. Ça a été un moment un peu difficile. Mais en même temps, les membres de la municipalité ont vraiment bien travaillé, ont gardé le focus sur tout ce qui devait être fait, notamment en travaillant sur l'horizon 2030. C'est comme ça que nous avons rédigé un programme plutôt qu'un programme de législature, simplement des lignes directrices jusqu'en 2030. J'aimerais souligner que malgré la crise qui a été très médiatisée, une crise administrative qui est devenue une crise politique, nous avons continué à travailler, nous avons avancé dans tous les projets et que ça n'a pas perturbé l'avancement. D'ailleurs, si on regarde tous les préavis qui ont été votés par le Conseil communal, tous les projets qui ont avancé, on peut bien constater aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une perturbation majeure par rapport au travail de l'administration. Alors, effectivement, vous êtes sorti d'une crise pour rentrer dans une autre crise, une crise administrative et politique, dont le dénouement a eu lieu le 13 février dernier, puisque les recours déposés par l'ancienne secrétaire municipale adjointe contre son licenciement ont été rejetés par la Cour de droit administratif et public. Ça clôt ce chapitre. Bon, là, ça datait d'une année et demie déjà, donc pour nous, c'était une vieille histoire. Quand bien même il y a le risque que le tribunal fédéral soit saisi d'un recours. Voilà, pour nous, elle est terminée depuis longtemps. Cette crise, il y a simplement une situation juridique et le calendrier juridique n'est pas le même que le calendrier politique, qui n'est pas le même que le calendrier médiatique. Pour certains, c'est l'immédiateté de l'information, quitte à ce qu'on vérifie longtemps après si c'est vrai ou pas. Je parle du calendrier médiatique. Le calendrier politique, il a aussi ses échéances, puis le calendrier juridique, il est encore différent. Donc voilà, on a dû vivre avec ça, mais pour la municipalité, ça fait longtemps que la crise est terminée et que nous avançons assez sereinement par rapport à tous les projets que nous avons, mais aussi ce qu'on pourrait qualifier d'activité quotidienne, c'est la délivrance des prestations à une population de 23 000 habitants. Le secrétaire municipal était au cœur un peu de ce maelstrom. Est-ce qu'il est ressorti entièrement blanchi et est-ce qu'il a été entièrement réintégré dans ses fonctions ? Absolument, il est sorti de manière digne en étant humble, c'est-à-dire qu'il a reçu un blâme, il a accepté ce blâme, il a accepté la remise en question qui était nécessaire après quelques erreurs, quelques fautes. Voilà, donc il a retrouvé l'entier de ses prérogatives. L'enseignement de la crise, c'est qu'il avait des charges trop élevées, il avait trop de responsabilités sur ses seules épaules et il y a eu une réorganisation pour partager un peu ses responsabilités. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques cicatrices, hein. Mais l'administration fonctionne très bien et l'administration générale fonctionne très bien avec un secrétaire municipal
un secrétaire municipal adjoint et 2 adjoints qui se répartissent les responsabilités. Allez, on va parler des réussites maintenant de ce bilan à mi-législature. Alors tout d'abord, suite peut-être à cette crise ou pas, il y a eu la création de 19 EPT supplémentaires pour rendre l'administration toujours plus proche de ses administrés. Alors, il n'y a pas de lien direct avec la crise. Il y a le simple fait qu'on a une augmentation de l'activité à la ville, qu'il était le moment de faire un peu un point et qu'on a une insuffisance d'effectifs chronique dans un certain nombre de secteurs, ce qui engendre soit un retard dans le développement des projets, soit un nombre trop élevé d'heures supplémentaires ou des faiblesses dans le suivi de certains projets. Donc voilà, en lien avec le programme de la législature ou des lignes directrices, il a été demandé qu'on ajuste les effectifs. Il y a 2 catégories, c'était ajuster des effectifs clairement dédiés à un projet. Ça veut dire que ce projet ne peut pas se faire si on n'a pas des ressources humaines supplémentaires, il ne faut pas seulement des ressources financières. Et puis, les 19 EPT étaient une mise à niveau de l'administration par rapport à une augmentation des charges. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, le passage du statut au règlement du personnel. Ça, c'est une grande source de satisfaction. Ben oui, le statut datait de 1965, il a eu un léger coup de plumeau en 1973. Et depuis, toutes les tentatives pour l'améliorer ont échoué. Donc là, on avait décidé de passer d'un statut à un règlement, donc d'un statut de fonctionnaire à un règlement de droit public, ça reste du droit public. Et après des longues discussions, le personnel s'est prononcé favorablement. Ensuite, on a pu conduire des discussions avec les représentants du personnel. Nous avons trouvé une entente qui est satisfaisante pour tout le monde. Et puis, depuis le 1er janvier, tous les employés de la commune sont au bénéfice d'un nouveau règlement. Et je pense que ça, c'est un élément très positif. Et cette législature laissera un nouveau centre sportif du Rocher, une nouvelle halle multisport à Colevray, et puis une école du centre-ville rénovée, 80 millions de francs d'investissement pour la ville. Oui, avec, si on prend en compte le Rocher, donc effectivement, rénovation du complexe sportif du Rocher, construction de Colevray, rénovation de l'école du centre-ville. C'était un peu ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer, c'est que nous, on doit à la fois rénover le passé, entretenir le présent et construire le futur. Et que ça fait évidemment des coûts très élevés. Si on pouvait se contenter d'entretenir le présent, ben, ça serait bien. Si on pouvait se contenter de construire le futur, ça serait bien aussi. Là, dans le cas précis, on doit tout faire en même temps. Donc, ça fait des investissements qui sont très élevés. Avec une dette maintenant qui avoisine les 300 millions de francs. Bon, on a une dette de 300 millions qui peut paraître relativement élevée. Il faut savoir que par rapport à d'autres villes, on a notamment des services industriels et qu'on a un patrimoine qui est très élevé. Là, on a presque doublé la dette en un peu plus de 10 ans. Mais en même temps, donc on a augmenté de 150 millions la dette, mais en même temps, on a augmenté de plus de 300 millions la valeur de notre patrimoine. Donc on ne peut pas dire que l'argent est mal géré. Et la valeur du patrimoine, elle est très élevée. Si on prend que la valeur SCA, on est presque à 600 millions. Mais la valeur SCA, c'est un élément parmi d'autres. Il faut savoir que là-dedans, il n'y a pas la valeur des terrains. Or, la commune possède plein de terrains. Il n'y a pas la valeur des réseaux. On a beaucoup de réseaux. Je pense que le patrimoine financier administratif de la ville doit dépasser le milliard de francs. Et on a une dette de 300 millions. Donc je pense que c'est parfaitement supportable. Vous aviez valorisé les services industriels à 100 millions de francs. Ça a été l'objet d'une question, notamment au dernier conseil communal. Comment vous êtes arrivé à cette valorisation? Alors on avait dit 100 millions plus ou moins 25%. Il y avait une étude qui avait été faite et si c'est la ville qui était à 100% actionnaire, c'eût été mieux d'avoir une valorisation à 75 millions de manière à ce que le service de la dette ne soit pas trop élevé. En plus, si c'est la ville qui est actionnaire à 100%, finalement, c'était peut-être l'acheter pas trop cher pour avoir plus de chances de réussite sur le plan économique. Évidemment que si c'était pour le vendre
à une entité différente, actuellement possiblement concurrente de DSI, on aurait plutôt visé une recette de 125 millions, avec peut-être à la fin une négociation qui aurait atteint 100 millions. C'est un chiffre comme ça, il faut être deux. Hein. Y a quelqu'un qui peut vendre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète. Or, c'est vrai que les indicateurs par rapport aux revenus et aux bénéfices possibles des activités de gestion de réseau, que ce soit électrique, gaz et autres, de l'eau aussi qui est obligatoire et sur lequel on ne peut pas faire de bénéfices, les perspectives ne sont pas immensément réjouissantes. Je veux dire, on va plutôt vers une diminution des marges sur ce type de fluide. Donc l'avenir des différents services industriels est peut-être moins glorieux qu'il a pu l'être il y a 25 ou 30 ans. Puis il y a eu quelques déconvenues, voire des échecs. Le musée du Léman qui n'avance pas, par exemple. L'amphithéâtre, pareil, découvert en 1996. On attend toujours qu'il puisse être mis en valeur. Par rapport à ces infrastructures ou ces mises en valeur, quel est votre sentiment ? Bon, moi je ne parlerai pas d'échec, je parlerai plutôt de contrariété. Le musée du Léman, il y a eu une opposition des voisins qui ont été déboutés par le tribunal cantonal. Ils ont fait recours au tribunal fédéral qui a mis 4 ans, au total la procédure a mis 4 ans. Et le projet il date de 2014 et le tribunal fédéral s'est basé sur des changements de règles en 2017 pour en 2019 retoquer partiellement le projet. Donc voilà, on doit recommencer le plan d'affectation. C'est ce que les services font. Le conseil communal a accepté un crédit d'un peu plus de 700 000 francs pour toutes les études pour faire un nouveau plan de quartier. Ça suit son chemin. C'est simplement un peu décourageant. Là, ça fait 10 ans bientôt que le projet a été lancé. Et puis, probablement qu'il faudra encore entre 6 et 8 ans pour qu'on voit que l'extension du musée du Léman voit le jour. Pour l'amphithéâtre, c'était la même chose. Il y a eu des procédures judiciaires pendant longtemps, des oppositions. Et puis, il y avait aussi une question de priorisation sur le plan des investissements. Évidemment que quand on a des projets urgents et puis qu'on a un amphithéâtre qui date de plus de 2000 ans, attendre 10 ans de plus, ça paraît peut-être moins significatif que quand il y a un besoin urgent de créer des nouvelles écoles, par exemple. Donc voilà, il y a eu quelques choix de priorité, mais actuellement, les études pour l'amphithéâtre suivent leur voie. Le conseil communal devra se voir présenter un crédit de réalisation probablement avant la fin de la législature. Plus symbolique, le marché de Noël, qui n'a pas très bien marché, qui n'arrive pas à trouver ses marques. Vous deviez faire un bilan avec les municipaux responsables en février dernier. Est-ce que vous l'avez fait, ce bilan ? Qu'en est-il de ce marché de Noël ? Quelle forme aura-t-il à Noël prochain ? Bon, il y a eu plusieurs tentatives, et puis effectivement, on ne peut pas considérer que c'est une réussite. La fréquentation était relativement faible, le chiffre d'affaires des chalets probablement insuffisant par rapport au coût d'exploitation. Donc effectivement, ça vaut la peine de remettre en question. Il y a eu plusieurs facteurs qui sont intervenus. Il ne s'agit pas de chercher des excuses ou des circonstances atténuantes, mais plutôt de voir ce qu'on peut faire. Ce que nous avons décidé, c'est que nous allions favoriser des animations pendant la période des fêtes, faire en sorte qu'il y ait un éclairage qui ne donne pas un sentiment d'être à Berlin-Est dans les années d'après-guerre, mais que c'est une ville qui est en fête quand même. C'est aussi important pour le moral de tout le monde. Donc on va essayer de tenir compte des critiques et des remarques qui ont été faites. La remise en question est logique et normale et on va essayer de faire mieux, quoi. Et il y a encore tout le travail qui est en cours actuellement. On peut parler de la transition énergétique avec Thermoréseau, la partie photovoltaïque, le parc et parking Pertan, le pôle gare Martinelle, les démarches participatives qui suivent leur cours, la végétalisation, la pacification de la circulation, encore le plan directeur communal. C'est un peu une liste à l'après-vert, effectivement. Sur ce travail en cours, pour vous, quelles sont les priorités d'ici la fin de la législature ?
C'est vraiment que, par exemple, Pertan voit le jour ou bien vous avez d'autres dessins? Alors, la liste de tous les projets, c'est impressionnant. Je pense qu'on a plus de 200 projets qui ont des coûts très élevés. Quand on a fait l'inventaire de tous les projets, on est à 1,50 milliard à dépenser d'ici 2030. C'est irréaliste, c'est pas possible. On ne pourra jamais dépenser autant d'argent. Notre marge d'autofinancement est vraiment pas suffisante. Bon, ben là, on fait d'abord une liste de tout ce qu'on aimerait, puis ensuite, ben, on doit analyser, on doit faire des choix, difficiles parfois. Pertan, on sait que ça prend forcément du temps. Il y a une planification qui doit se faire. On remet en question le projet pour qu'il soit plus simple et qu'il puisse aller plus vite. La gare, ça dépend beaucoup des CFF. Nous, on a un peu un junior partner dans cette affaire. Là aussi, pour le moment, on est à des travaux en 2027 et 2032. Maintenant, on est plutôt en train de parler même de reporter, d'aller en 2034. Donc, pour dire que c'est vraiment des projets de très longue haleine. Et puis, ben, on en a beaucoup d'autres et qui vont demander passablement d'énergie. Un plan directeur communal, c'est un énorme travail qui s'étale sur plusieurs années. Et on verra les résultats. En plus, il doit y avoir après un plan directeur. Donc, ça va prendre forcément du temps. Donc, ma foi, on est condamné à la patience parce qu'il y a beaucoup de projets qui, pour des raisons de procédure administrative, de procédure juridique ou de simples processus démocratiques, prennent beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait espérer. S'il n'y avait qu'un projet, vous auriez espéré voir abouti d'ici la fin de la législature. Sur cette liste de 200 projets, ce serait lequel? Mais je suis réaliste, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas terminés à la fin de la législature, mais c'est d'autres qui auront le plaisir de faire l'inauguration. Bien sûr que je souhaiterais que le projet de Colovray soit terminé d'ici la fin de la législature, c'est pas certain. Mais c'est pas grave, s'il se termine après, moi j'ai pas besoin d'être forcément sur la photo avec un bout de ruban. C'est le sentiment d'avoir contribué à réussir un certain nombre de projets pour accompagner le développement démographique et économique de la ville. Dernier mot sur ce bilan à mi-législature, la conclusion de ce document, ce serait laquelle pour vous? Ben, si on regarde ce qui ne va pas, on pourrait se poser des questions. Si on regarde tout ce qui va bien et tous les projets, et qu'on peut constater le dynamisme, non seulement économique, le développement démographique, mais également le dynamisme de nombreux autres acteurs dans le domaine de la culture, du sport, du social, on peut quand même être très fier de ce qu'on fait. Et puis, je pense que Nyon a la chance d'être une ville, je dis souvent que c'est la plus belle du monde, mais elle est quand même extrêmement dynamique. Il se passe beaucoup de choses à Nyon. Et puis, on a un niveau d'infrastructure qui est quand même remarquable. Donc, moi, je suis très satisfait. Je suis très fier d'être nyonnais. Et je suis très satisfait de voir le travail qu'on est en train de faire. Voilà, Nyon, une ville proche et vivante, c'est le titre de ce bilan. C'est ligne directrice municipale à l'horizon 2030. Le sujet suivant va vous intéresser puisqu'en effet, deux conseillers communaux, Pierre Patelli et Alexander Federo, ont des solutions pour sortir la presse et plus largement les médias régionaux de l'ornière dans lesquels ils se trouvent. On est allé à leur rencontre. Ça part du constat que dans la presse romande actuellement, il y a énormément de licenciements et qu'il y a un modèle qui est, on va dire, en perte d'attractivité. Il y a 2 journalistes qui ont été licenciés, c'est une perte pour notre région. Et ça part du constat qu'on a besoin d'une presse locale parce qu'on vit dans une société de l'information et l'information fait vivre une région, fait vivre une économie, de la culture. Donc après, c'est comment faire pour essayer de proposer une solution avant que ce soit trop tard. Votre proposition, justement, c'est que finalement, ce soit la collectivité publique qui rachète ce journal. Pas que. Le but, c'est que ce soit les associations économiques, les associations sportives, culturelles et bien sûr le politique. Et ensemble, entre tous les acteurs qui sont dépendants de cette information et qui font vivre notre région, qu'eux, ensemble, se mettent, qu'on trouve des nouvelles synergies et avec vous, avec d'autres acteurs de l'information locale. D'où vous est venue cette idée ?
Alors moi j'étudie ces sujets à titre personnel sur mon travail de master, sur les différentes formes d'entreprise et comment résoudre ces questions liées à la crise économique actuelle. Vous proposez aussi une collaboration avec New Région Télévision, voire une fusion, c'est ça? Ça dépend après de quelle solution ensemble on veut trouver, parce que moi je pense que tout seul j'ai des idées, mais le but c'est d'amener plusieurs personnes autour de la table et discuter. Et on ne va pas se fermer des options, mais on va essayer de voir lesquelles sont viables et politiquement justes. Alexander Federo, vous avez trouvé l'idée intéressante et l'idée c'est de faire rebondir justement cette idée devant le conseil communal nyonnais. Oui, je pense qu'en fait, le moment est assez intéressant pour avoir une réflexion en fait, sur la place des médias locaux. Je pense que quand même, les médias locaux, c'est des acteurs importants en fait, d'une région, d'un point de vue politique, pour rendre compte en fait, des différentes manifestations, que ce soit culturelles ou sportives. Et je pense que de réfléchir, de prendre le moment de réflexion sur la pérennité de ces médias, c'est important. Et sous quelle forme prendrait place justement cette réflexion au sein du législatif ? Alors le texte que propose M. Patelli, c'est de former un groupe de travail pour réfléchir en fait, d'amener en fait différents acteurs ensemble à un niveau régional pour réfléchir sur les solutions à apporter. En fait, on est au début en fait d'un processus. Mais l'idée, ça serait d'agir sous forme d'interpellation, de résolution. Expliquez-nous ça. En fait, le texte que propose en fait M. Patelli, c'est déjà de faire peut-être une intervention au conseil communal de Nyon, mais d'interpeller en fait nos élus au niveau régional. En fait, le quotidien de la Côte ou NRTV, c'est des quotidiens qui ont une dimension régionale, et on pense en fait que, M. Patelli pense que c'est la dimension régionale qui est la plus pertinente. Mais on peut aussi agir au niveau local, oui. Alors comment passer du législatif nyonnais, d'une commune, à l'assemblée intercommunale de région de Nyon ? Je pense en donnant un écho médiatique déjà et en interpellant en fait nos élus en fait qui sont au conseil, qui siègent aussi au conseil intercommunal de Nyon. Et l'objectif après, ad fine, ce serait lequel? De garantir en fait la qualité et la pérennité de médias régionaux et locaux. Sous forme d'un subventionnement public? Ça pourrait être cette forme, effectivement. L'idée, en fait, c'est de garantir la pérennité, mais probablement, on parle d'une forme de subventionnement du public, oui. Daniel Ressela, vous êtes un fin connaisseur du monde médiatique. Je rappelle que vous avez été le président de Communion, l'association qui réunit des privés, des collectivités publiques et qui édite Nyon Région Télévision. Comment vous jugez cette proposition de ces deux conseillers communaux ? Je pense que c'est mieux de se préoccuper de l'avenir des médias pendant qu'ils existent plutôt que de se cotiser pour une couronne quand ils sont morts, quoi. Donc oui, ça vaut la peine de poser des questions. Maintenant, effectivement, il y a des médias qui sont financés en bonne partie, ou en partie en tout cas par les pouvoirs publics, à commencer par la SSR, donc la RTS, des différentes chaînes de radio et de télévision. On voit la fragilité du système quand le politique qui n'est pas très satisfait des prises de position des journalistes d'une chaîne décide de sanctionner en coupant les vivres, quoi. Donc il y a une certaine fragilité avec un financement essentiellement par le pouvoir public, d'autant plus que c'est indispensable d'avoir une indépendance de la rédaction, sinon il n'y a plus de critique. Puis là, c'est la Pravda puis de la propagande. Donc il faut trouver la bonne solution. À mon avis, il peut y avoir une intervention des pouvoirs publics, mais elle doit être extrêmement claire et garantir une certaine indépendance de la rédaction. Je dis une certaine parce que quand c'est les pouvoirs économiques qui détiennent un média, comme on le voit dans pas mal de pays, dont la France, l'Italie, les États-Unis, la pression elle est tout aussi forte que quand c'est des pouvoirs politiques. Mais c'est réaliste que des collectivités rachètent un titre comme La Côte et fassent une sorte de fusion ou d'association entre le média NRTV et le média écrit La Côte? Moi, je pense que chacun son métier. On peut intervenir, je veux dire, les pouvoirs publics pourraient avoir un pourcentage d'un capital action ou s'engager à des contre-prestations. C'est ce que la ville de Nyon fait avec le quotidien de La Côte. On a un accord de l'ordre de 150 000 francs par année où on commande des pages, des espaces publicitaires. La municipalité n'intervient à aucun moment dans les choix rédactionnels de La Côte.
Et puis là, il y a un montant quand même d'annonces qui permet à la Côte d'avoir un bilan qui est un peu moins mauvais que ce qu'il a actuellement, à la suite de diminutions assez fortes des commandes d'espaces publicitaires. Eh bien, Daniel Ressella, merci beaucoup de nous avoir livré cette analyse à chaud et d'être venu commenter ce bilan à mi-législature de la municipalité nyonnaise. Merci beaucoup et bonne suite pour cette fin de législature. Merci de l'invitation. Et quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours après les vacances de Pâques, mais dès demain, vous retrouvez Andrea Braslopo et Alexandre Caporal dans Fais voir ta région. Allez, comme on dit, joyeuse Pâques.